Bonjour à tous. Eh bien, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, on s'est réunis entre guides d'art et d'histoire pour vous présenter une soirée spéciale où chaque guide, durant 10 minutes, va évoquer une femme qui a compté dans l'histoire ou dans les arts. Alors, vous pouvez nous suivre actuellement en direct sur Facebook, mais vous pourrez aussi nous suivre bientôt. Je partage mon écran pour vous montrer. Eh bien, vous pourrez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors, pour trouver notre chaîne YouTube, eh bien, c'est assez facile. Vous allez sur notre site internet, vous voyez, d'art et d'histoire au pluriel, et vous voyez que vous avez des petits icônes en haut à droite. Eh bien, en cliquant sur le F, vous avez notre page Facebook. Ici, c'est Instagram. Et puis à côté, vous voyez ce petit triangle blanc sur fond rouge, eh bien, c'est notre chaîne YouTube que j'ouvre devant vous. Et vous trouverez une playlist avec toutes nos interventions. Alors, il y a déjà deux playlists. Une playlist consacrée à la nuit des musées, et puis une playlist qu'on a fait en novembre 2020, où chaque guide présente un musée durant 10 minutes, et puis une autre playlist consacrée à l'ombre et à la lumière, où chaque guide, durant 10 minutes ou 8 minutes, a présenté une œuvre d'art liée à l'ombre et à la lumière. Et pour commencer, eh bien, je vais passer la parole à Marianne. Et donc, Marianne, à toi la parole. J'arrête mon partage d'écran. Alors, bonsoir à tous. Je lance mon partage d'écran tout de suite. Alors, pour cette journée internationale du droit des femmes, j'ai choisi, moi, de vous parler d'une figure marquante de la résistance féminine et qui me permet également de vous parler d'un autre sujet un peu méconnu, mais qui est la résistance dans l'art, ce que notre personnage a appelé le front de l'art. Alors, ce personnage, justement, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Rose Valland. Rose Valland, en fait, elle est un petit peu méconnue du grand public et pourtant, elle a véritablement contribué à la sauvegarde de notre patrimoine français pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Rose Valland, elle était assistante de conservation à titre bénévole au musée du jeu de paume avant la Seconde Guerre mondiale. Et au moment en fait de l'offensive allemande, elle va être chargée, avec quelques autres personnes bien sûr, de participer à la préservation en fait des collections du musée du Louvre qui sont évacuées vers les châteaux de la Loire, puisqu'on a très peur d'un bombardement de Paris. Donc ici, vous voyez une image de Rose Valland, donc qui est ici, en train de présenter en fait une exposition de peintres italiens modernes au jeu de paume, qui était le musée des artistes vivants en 1935. Et ici, elle est avec un gardien que je vous signale parce que je vais vous reparler en fait du lien très particulier qu'elle avait avec les gardiens de ce musée du jeu de paume. Alors le destin de Rose Valland, en fait, il a basculé et elle s'est inscrite comme ça dans la grande histoire le 1er novembre 1940, puisque le 1er novembre 1940, ce musée du jeu de paume va devenir le dépôt de l'ERR. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'était. Et donc, Rose Valland va devenir résistante. Ah, attendez, excusez-moi, il y a eu... Oups, petit souci technique. Alors, donc, l'ERR, en fait, c'était la cellule qui, en France, était chargée de la spoliation en fait, des biens des Juifs en priorité. Hein. Et donc, ils ont collecté ces œuvres un petit peu partout sous prétexte, bien sûr, de les mettre à l'abri. Et tout ça est arrivé, donc, effectivement, au sein du musée du jeu de paume, qui a servi un petit peu de galerie personnelle, en fait, à Göring, qui est venu faire son marché, hein, ni plus ni moins, au jeu de paume. Donc, vous voyez ici Göring face à un Matisse qu'on lui présente. Et donc, Rose Valland, quand elle était au jeu de paume donc entre octobre et fin octobre, début novembre, il y a une petite difficulté sur la date. Et elle va être chargée d'établir en fait le double de l'inventaire des pièces qui passent par le jeu de paume, puisque ça avait été négocié avec la direction des musées de France. Elle commence
son travail. Et puis à ce moment-là, en fait, le responsable nazi, qui était le docteur Bunges, qui était donc un docteur en histoire de l'art, va lui intimer assez clairement l'ordre d'arrêter son travail en lui fermant son cahier. Hein, donc comme ça, c'était très clair. Et à ce moment-là, en l'espace d'une fraction de seconde, Rose Valland va se dire finalement que elle doit absolument préserver ça. Elle comprend ce qui se passe et donc elle s'auto-mandate, si vous voulez, pour continuer à observer tout ce qui se passe autour d'elle. Et le fait qu'elle soit une femme exceptionnelle, parce qu'elle est extrêmement courageuse, bien entendu, mais le fait qu'elle soit une femme va jouer un rôle important parce qu'en fait, les Allemands ne vont jamais considérer qu'elle puisse être une menace. Et donc, elle va travailler pendant toute l'occupation à préserver cette mémoire. Elle était parfaitement germanophone, mais elle a caché aux Allemands pendant toute la guerre qu'elle comprenait tout ce qui se passait. Et en fait, ce qui va l'avoir d'une certaine façon aidée, c'est que le colonel baron von Beur, qui est responsable de ces opérations en France, va aller la voir et va lui parler avec elle, mais de la pluie et du beau temps, ce n'est qu'une femme après tout, donc elle ne peut pas savoir. Et elle va un petit peu jouer à ce moment-là à l'idiote, et ça va lui permettre de rester à titre de chargée de l'intendance. Donc elle était censée régler les problèmes d'éclairage, de chauffage, etc. Et elle va se battre pour que 3 des gardiens en fait du jeu de paume restent sur place et ils vont être aussi un petit peu ses yeux et ses oreilles. Et à eux 4, ils vont noter tout ce qui se passe. Donc dans la journée, elle prend en sténo des notes. Alors là, vous avez ces carnets où vous voyez donc le nom de l'œuvre, l'artiste, la provenance de l'œuvre, le lieu de destination, donc elle a établi le lieu de tous les dépôts d'œuvres d'art en Allemagne, ça c'est quand même assez exceptionnel, et également elle a réussi à se procurer une photo de tous les membres de l'ERR. Ce qui fait qu'après la libération, forcément, ça a aidé pour les retrouver. Elle va aussi recopier les lettres, toutes les lettres qui lui passent sous les yeux, on va les recopier. Et chaque soir, elle sort du jeu de paume avec ces documents cachés sur elle. Donc autant vous dire que si elle s'était fait prendre, bah, elle aurait été déportée, tuée. Enfin, elle a risqué véritablement sa vie pour pouvoir transmettre ces informations. Et donc ça, c'est le soir quand elle arrivait chez elle, elle recopiait tout ça au propre. Alors, quand va arriver la libération de Paris, elle va se rendre physiquement au Jeu de Paume pour essayer de faire un petit peu tampon pour qu'il n'arrive rien au musée. Et elle est également à l'origine d'un épisode assez romanesque, mais pour autant tout à fait réel, qui est l'épisode dit du train d'Aulnay, où elle va téléphoner anonymement à la SNCF et elle va leur indiquer le numéro du dernier convoi d'œuvres d'art qui doit quitter Paris à destination de l'Allemagne, chargé de caisses remplies d'œuvres d'art, des Picasso, des Matisse, des Bissières, comme celui que vous avez ici. Et donc, ce train d'Aulnay ne quittera jamais la région parisienne. Il va être mis sur de voie de garage en voie de garage. Et à Aulnay, ce sont donc les résistants qui vont pouvoir le récupérer. C'est ce que vous voyez ici. Et récupérer donc le contenu de ces caisses. Qui étaient notamment avec beaucoup d'œuvres qui étaient issues de la collation Rosenberg. Alors après la guerre, c'est là où elle va commencer également à vraiment jouer un rôle absolument capital pour la défense de notre patrimoine. Elle va en 1945 s'engager dans l'armée française. Elle va devenir lieutenant officier des Beaux-Arts. Elle terminera avec le titre de capitaine. Et à ce titre, donc, elle va se rendre en Allemagne. Elle va travailler avec notamment les Américains et plus particulièrement Rorimer, qu'il appréciait beaucoup pour son franc-parler. Et elle va se battre pour pouvoir récupérer effectivement toutes les œuvres qu'elle a vues, qu'elle a identifiées. Elle va confier son original de ses carnets à Rorimer parce qu'elle n'a absolument pas confiance en l'administration française, enfin en l'efficacité de l'administration française pour transmettre le document. Et elle va être un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond parce que à chaque fois qu'on va dire quelque chose qui ne lui plaît pas, eh ben, elle va le faire savoir. Donc, par exemple, elle était contre le fait qu'on vide les musées allemands des collections qu'ils avaient avant la Seconde Guerre mondiale. Elle trouvait que c'était injuste. Elle était contre le fait qu'on vende les œuvres spoliées qui n'avaient pas retrouvé leur légitime propriétaire à titre des réparations de guerre. Et puis, c'est grâce à elle que la question des spoliations des biens juifs a été débattue au procès de Nuremberg, parce qu'elle n'a pas compris pourquoi ça ne figurait pas dans ce procès-là. Et en fait, elle a tellement été une empêcheuse de tourner en rond que concrètement, elle a été un petit peu trop loin et elle est revenue en France un peu plus rapidement que ce qui était prévu et elle a été un petit peu comme ça remise sur le côté.
Alors, tout ce que je vous dis, c'est elle qui l'a raconté, puisqu'elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Le front de l'art et qui est sa biographie, en fait, son autobiographie. Alors voilà, typiquement, la chaîne opératoire, si je peux dire ça comme ça. Donc la fiche que vous avez là, c'est une fiche qui provient de l'organisation de l'ERR, hein, donc de l'organisation nazie. Donc là, en l'occurrence, c'est l'astronome de Vermeer qui faisait partie des 400 caisses de la collection Rothschild, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, 400 caisses remplies de tableaux. Là, c'est une lettre qui avait été envoyée à Hitler lui-même, qu'elle a traduite et qu'elle a recopiée, et donc elle a archivée. Et puis là, vous avez effectivement les Allemands, les Américains qui retrouvent dans un dépôt allemand cet astronome de Vermeer et qui peuvent donc le rendre à son légitime propriétaire. Alors, elle ne s'est pas fâchée qu'avec les alliés américains, français, etc. Elle a aussi un petit peu brusqué les Russes. Alors, les Russes, eux, n'ont jamais participé aux négociations de restitution. Ils estimaient que toute pièce saisie dans le territoire occupé par les Russes était une prise de guerre, quelle que soit son origine. Et donc, elle, Rose Valland, est passée à plusieurs reprises clandestinement en zone russe pour pouvoir identifier où se trouvaient ces collections. Elle va les récupérer. Donc, elle est notamment à l'origine de la récupération d'un certain nombre de canons qui se trouvent aujourd'hui au musée de l'armée, des drapeaux de l'armée française, des prises de l'armée française qui sont aujourd'hui à Saint-Louis-des-Invalides, et également le retour des lions que vous voyez ici, qui étaient donc dans la propriété de Karin Halle, de la propriété de Göring, en territoire russe. Et alors, vous voyez, ce pas des petits lions quand même, hein. Pour autant, elle a réussi à les faire repartir donc côté américain, un peu en cachette. Alors, c'est un petit peu étonnant quand vous voyez ça, mais tout simplement, elle les a mis sur un camion parfaitement visible pour les amener le plus près possible de la ligne avec la démarcation avec l'Amérique, le territoire américain. Et là, elle les a mis ensuite dans un camion sous du bois de chauffage et elle leur a fait passer la frontière. Donc là, si elle avait été prise par les Russes, elle aurait eu énormément de problèmes. Et du coup, tous ces actes-là, elles vont lui valoir en 1948 la médaille de la liberté qui va lui être remise par les Américains. Elle va être aussi commandeur des arts et des lettres. Elle a été décorée de la Légion d'honneur. Elle a aussi reçu des distinctions allemandes. Mais finalement, on l'a un petit peu oubliée. Alors en 1955, elle devient enfin conservatrice. Elle demande à revenir au jeu de paume, qui était quand même plus que son lieu de travail, et ça lui est refusé. Et elle va être mise un petit peu dans un placard doré, hein, et elle va donc toute sa vie professionnelle, tout le reste de sa carrière, s'occuper en fait de ces questions de restitution, mais à une époque où on va peut-être accorder un petit peu moins d'importance à ces questions-là. Et il va falloir attendre finalement les années 2000 pour que cette personnalité de Rose Valland reprenne un petit peu comme ça le devant de la scène. Et le musée du jeu de paume va poser la plaque que vous voyez ici à l'entrée. Et donc, cette plaque n'a été posée qu'en 2005. Et donc, c'est quand même une femme exceptionnelle. On ne peut que souligner ça, son courage et son engagement qui a quand même permis de sauver plusieurs dizaines de milliers d'œuvres d'art de la destruction. Alors, on ne sait pas le nombre précis, c'est vrai, mais on sait effectivement qu'il y en a eu beaucoup et elle a œuvré aussi derrière véritablement à permettre aux gens de récupérer leurs biens. Donc là aussi, c'était quelque chose qui est en soi très remarquable également. Et donc, ça me semblait important ce soir de lui rendre hommage. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Florie. Et puis, si vous avez des questions, bah, mettez-les dans les commentaires du Facebook Live. Moi, je vais reprendre la main pour vous répondre derrière. Voilà. Florie, je te passe la main. Merci. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler d'une personnalité qui est peut-être moins exceptionnelle que Rose Valland, en tout cas qui est aussi une personnalité un petit peu oubliée de l'histoire. Il s'agit d'une impératrice de l'Antiquité tardive, donc qui n'est pas nécessairement une héroïne, ou en tout cas qui est peut-être plutôt une héroïne un petit peu tragique. Il s'agit de l'impératrice Fausta.
qui souffre aussi d'avoir vécu dans une période qui n'est pas la période la plus connue non plus de l'Antiquité, puisque Fausta, elle va vivre dans l'Antiquité tardive. Alors, Fausta Flavia Maxima, c'est une princesse de la tétrarchie. Elle est née en 289 de notre ère et elle est la fille d'un des 4 empereurs qui, à ce moment-là, se partagent le pouvoir dans les très grands territoires qu'ont atteint l'Empire romain. Alors, son papa n'est pas n'importe lequel de ces 4 empereurs, c'est l'empereur Maximien. Maximien, dont vous avez une pièce d'or ici, à cet endroit-là. Alors Maximien, c'est un des 2 grands empereurs qui règnent sur la partie occidentale de l'Empire. En particulier, il règne sur l'Italie et l'Afrique du Nord et l'Hispanie. Alors, on ne connaît rien, en fait, de l'enfance de cette petite princesse, dont vous avez ici un portrait dans sa jeunesse, une statue qui est conservée au Louvre. Si ce n'est que peut-être elle aurait vécu sa jeunesse à Rome. Alors, cette très jeune femme qu'on voit ici, il y en reste très peu d'images et c'est ça qui est intéressant. Elle va réellement faire son entrée dans l'histoire au moment où elle va devenir un enjeu dans les négociations de mariage avec un jeune garçon qui s'appelle Constantin et qui, en 306, se fait un petit peu nommer empereur par ses troupes, ce qui va chagriner ses co-empereurs. Et ça va notamment chagriner le frère de Fausta. Le frère de Fausta s'appelle Maxence et il va décider que puisque Constantin a pris le pouvoir, lui aussi, il va prendre le pouvoir. Alors ça va faire sortir le vieil empereur Maximien de sa retraite et pour que Constantin laisse tranquille Maxence, il va aller négocier avec lui. Et à cette époque-là, quand on négocie, on va chercher à souder, si vous voulez, ces négociations par des mariages. Et donc, Fausta, elle entre dans l'histoire en 307, lorsqu'on lui fait épouser Constantin pour finalement maintenir la paix entre son frère et ce jeune empereur très ambitieux. Alors, les premières images de Fausta, officielles, autour de 307, la montrent vraiment comme une princesse de la famille de Maximien. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'elle appartient à cette famille et qu'elle fait le lien avec Constantin, qui a dû évidemment, qui lui était déjà marié et a dû répudier sa première épouse Minervina pour épouser Fausta. Mais ça n'est pas tellement un problème. Alors, vous remarquez notamment ce petit nez retroussé qu'on retrouve aussi sur cette statue et qui est aussi celui de son père. Donc, à quoi sert Fausta? Ici, je vous montre ce qu'on appelle un network, c'est-à-dire on va montrer tous les personnages un peu importants de la période. Et ce qui est intéressant, c'est la place de Fausta ici. Elle est ici, au centre, et on voit qu'elle va vraiment faire ce lien entre sa famille, la famille de Maximien et Maxence, et tout ce qui va devenir la dynastie constantinienne. Donc, elle a un rôle capital là-dedans, mais vraiment au départ, ce qu'on va montrer, c'est cette question du fait qu'elle est de la famille de Maximien. Mais il se trouve que les choses vont évidemment pas se passer très très bien et Maximien va se révolter contre son fils, venir à la cour de Fausta et Constantin habiter chez son beau-fils et sa fille, et puis il va aussi se révolter contre Constantin, ce qui va le conduire en 310 au suicide. Alors, la propagande de Constantin nous raconte que le vieil empereur avait d'abord été pardonné une première fois et puis qu'il aurait planifié le meurtre de Constantin. Alors là, Fausta, donc la fille de Maximien, aurait prévenu son mari et son mari aurait donc pu arrêter son père et le forcer à se suicider. Donc, elle se serait retournée contre son père pour servir les intérêts de son mari. Et puis, 2 ans plus tard, Constantin va décider d'attaquer Maxence et va gagner contre lui une bataille décisive et va le tuer à la bataille du pont Milvius. Donc, Fausta, à ce moment-là, devient une vraie princesse de la famille de Constantin, puisque toute sa famille maximienne a été éliminée. Et on va désormais la présenter vraiment comme une impératrice constantinienne, comme on le voit ici sur ce camée. Vous avez là Constantin, ici Fausta, et puis 2 jeunes garçons, celui au centre ici, qui est probablement le fils de Fausta et Constantin, c'est-à-dire le petit Constance II, qui va naître en 317. Un autre fils ici, c'est le premier fils de Constantin et de sa première femme, Crispus. Alors, c'est un personnage qu'on va retrouver et qui est important.
ce qu'on voit, c'est que vraiment, à partir de ce moment-là, l'image selon laquelle on va représenter Fausta va vraiment changer. Elle va apparaître désormais comme une princesse complètement constantinienne. On va complètement gommer sa famille d'origine et on va le faire en particulier à Rome, où Constantin doit s'installer. Et il va servir de sa femme et de l'image de sa femme pour s'installer dans une ville qui, au départ, avait une allégeance à une autre famille. Et pour transformer Fausta en princesse constantinienne, on va s'inspirer en réalité de l'image de sa belle-mère, la mère de Constantin, Hélène. Et donc, on va désormais la représenter avec cette coiffure très caractéristique des princesses de la famille constantinienne. C'est une espèce de grosse tresse remontée sur la tête avec un diadème gémé qu'on trouve tout d'abord sur les images d'Hélène. Et qu'on trouve aussi sur ce très beau plafond peint à Trèves qui pourrait représenter ou Fausta ou Hélène. Elles sont tellement interchangeables à ce moment-là dans les images qu'en fait on ne sait pas laquelle des deux est ici représentée. Alors Fausta et Constantin ont un mariage qui fonctionne et elle va donc être très très mise en avant à un certain moment, en particulier dans les années 320, à partir du moment où Constantin est le seul empereur, et ils ont eu un mariage très prolifique. 3 fils et 2 filles. 3 fils nés en 316, 317, 320 et une dernière fille quelque part en 326. Donc sur les pièces de monnaie de l'Empire, Fausta va apparaître comme la mère de la patrie, l'impératrice bienfaisante, avec notamment ses 2 enfants ici et à l'arrière de ces monnaies, des personnifications qui représentent l'espoir de la République ici ou le salut de la République ici. Donc, on a vraiment l'image d'une impératrice tout à fait bienfaisante. Et puis pourtant, les choses vont se gripper. Alors, en 324, Fausta va recevoir le titre absolu, puisque Constantin, pour lui signifier son estime, va lui donner le titre d'Augusta, donc, qui est le titre vraiment impérial. Et pourtant, 2 ans plus tard, en 326, Constantin exécute son fils aîné, Crispus, à Paula. Et quelques semaines plus tard, il fait exécuter Fausta. Et les chroniques ne nous disent pas vraiment pourquoi, mais tout le monde nous fait comprendre que ces 2 morts sont liées. Alors, il y a plusieurs versions sur la mort de Fausta et Crispus. L'une des premières versions, c'est que Fausta aurait accusé Crispus d'avoir voulu la séduire, et que donc Constantin l'aurait fait exécuter à cause de ça. Mais c'était faux. Donc, quand Constantin se rend compte que c'est faux et que sa femme a probablement voulu mettre en avant ses fils à elle, plutôt que le fils du premier lit, eh bien, il l'a fait aussi exécuter. La deuxième version, qui est la version qui est la plus romanesque et peut-être qui a le plus de chances d'être vraie, c'est que Fausta, 37 ans à l'époque, aurait entretenu un crime tellement innommable que personne ne nous le dit, mais qui est probablement une relation adultère avec son beau-fils Crispus de 23 ans, et que Constantin, l'ayant découvert, peut-être à l'occasion d'une grossesse de Fausta, les aurait fait tous les 2 assassiner. Alors Fausta, ce que nous racontent les sources sur la fin de sa vie, c'est qu'elle est morte noyée ou étouffée dans des thermes chauds, peut-être d'ailleurs à l'occasion d'une tentative d'avortement. Elle va subir ce qu'on appelle ensuite une damnatio memoriae, et donc ses statues, ses monnaies, ses portraits et son nom vont être effacés du souvenir de la famille de Constantin. Et c'est pourquoi ce portrait ici est l'un des plus émouvants et l'une des rares traces de cette impératrice qui avait donc quitté sa famille et qui connaîtra une fin tragique. Alors, je vais maintenant passer la main à Anne et je vais vous souhaiter une très belle soirée avec d'art et d'histoire. Alors, bienvenue. Voilà, je vous partage mon écran et moi, je vais revenir sur la même période que Marianne, un tout petit peu plus avant, mais guère plus, et on va rester dans une femme qui est passée un peu sous le boisseau de l'histoire pour revenir dans les années 2000. C'est une photoreporter, elle s'appelle Gerda Taro. Alors, c'est pas son vrai nom. En fait, son vrai nom, c'est Gerda Pooril. Elle est née à Stuttgart, en Allemagne, et puis elle va y rester une vingtaine d'années avec sa famille jusqu'à ce que sa famille déménage à Leipzig dans les années 30.
Et en 1933, elle va passer quelque temps en prison, quelques mois en fait, parce qu'elle est arrêtée pour avoir distribué des tracts anti-nazis. Et comme elle se rend compte à la fin de cette même année 1933 que la répression contre les opposants est de plus en plus gênante, si on peut dire. Elle monte de plus en plus. Elle décide de quitter l'Allemagne et de venir s'installer à Paris, où elle va trouver des petits boulots, notamment des petits boulots de secrétaire, comme vous l'avez ici. Alors, elle va passer sa vie dans les cafés de Montparnasse. C'est le quartier des artistes et des intellectuels à l'époque. Et elle va, en fait, assez rapidement, en septembre 1934, alors qu'elle est employée dans une agence de photos, l'agence Alliance Photo, elle va faire la connaissance d'un photographe d'origine hongroise qui s'appelle Endre Erno Friedman. Elle va entretenir une liaison avec lui à partir de 1935. Et en fait, c'est lui qui va la faire basculer dans le monde de la photo. C'est lui qui lui met un appareil photo dans les mains et qui lui donne envie d'être photographe. Et ils vont former un couple de photoreporters, seulement leur carrière ne décolle pas vraiment. Et Gerda va se dire que c'est peut-être parce que leur nom n'aide pas. Endre Erno Friedman et Gerda Pooril, c'est pas très vendeur sur les signatures. Alors elle se dit, on va changer nos noms, on va mettre des noms qui font plus américains et ça va beaucoup mieux marcher. Elle va inventer le personnage du journaliste américain pour son compagnon. Elle va prendre le nom de Robert Capa et pour elle-même, elle va prendre le nom de Gerda Taro. Alors à partir de ce moment-là, ça va aller mieux. C'est pas non plus le grand succès, mais ça va beaucoup mieux. Ils arrivent plus à vendre leurs photos. Et là où ça va vraiment changer, c'est quand elle va obtenir sa carte de presse en 1936, début 1936, et quand dans cette même année, en juillet, ils vont tous les deux partir sur le front espagnol. La guerre d'Espagne s'est déclarée en juillet. Donc ils vont suivre les combats des brigades internationales et des combattants républicains. Ici, vous avez deux photos de Gerda Taro qui montrent des miliciennes à l'entraînement. Ici. Et ils vont s'intéresser aussi bien au combat qu'à l'arrière-garde, c'est-à-dire à la population civile, à ceux qui vont préparer les armes, à tout ce qui va être autour finalement des combats. Tout ça va se retrouver dans leurs photos. Alors, c'est à cette époque que Robert Capa va prendre cette fameuse photo qui va faire son succès, sa fortune, si on peut dire, c'est la mort d'un soldat républicain, ce qui fait aussi qu'il eh va éclipser Gerda Taro dans leur signature. Alors pourquoi dans leur signature? Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils possèdent deux appareils photo, c'est un Leica et un Rolleiflex, mais ils se les échangent. Ils ont des pellicules qui ont les mêmes dimensions et du coup, on a des pellicules communes, voire des appareils communs et on a quelquefois des indécisions sur qui a pris quoi comme photo. Et en fait, on va avoir aussi une signature commune, une signature Capa et Taro. Sur toute leur production, c'est signé Capa et Taro. Donc, il y a cette double signature qui va être importante. Alors, on va avoir une œuvre, si j'ose dire, qui est assez intéressante, mais qui va porter une certaine frustration à Gerda Taro, puisqu'elle reste un peu dans l'ombre de Capa. Et du coup, quand Capa décide de rentrer à Paris en 1937, elle décide, elle, de rester en Espagne et de poursuivre seule du tandem à suivre les combats républicains. Et du coup, en fait, ça va très vite poser problème, si on peut dire, puisque Gerda Taro va alors d'abord aller sur le front de Valence avant d'aller sur le front de Madrid. Et ici, vous avez une des photos justement qu'elle a prise du côté de Madrid, dans une petite localité qui s'appelle Brunete. Et c'est à Brunete, en fait, qu'elle va rencontrer son destin. Alors, je vous lis en fait, l'article que vous avez au milieu. Alors là, il n'est pas lisible, mais je vais vous en faire une transcription. Donc, c'est paru dans le Regard le 25 juillet, tandis que les troupes de Franco s'emparaient de Brunete. Gerda Taro, qui avait quitté le village très peu de temps auparavant, voulut y rentrer. Le général commandant le secteur l'avisa que le front en ce point était rompu et tâcha de l'en dissuader. Mais Gerda Taro, n'écoutant que son courage et cette étrange passion de reporter qui avait créé autour d'elle une sorte de légende sur le front de Madrid, retourna dans Brunete. Une centaine de soldats républicains battaient en retraite. Elle les rassembla, leur parla
et ils revinrent avec elle occuper une tranchée, où pendant 1 heure, ils résistèrent sous un bombardement intensif. C'est au bout de ce temps, quand il fallut quitter cette héroïque position, que Gerda Taro avisa la voiture où se trouvait M. Ted Allan, envoyé spécial de la Federated Press et du journal Clairon de Toronto. Elle s'était juchée sur le marchepied lorsqu'un tank républicain, qui se dirigeait vers les lignes à vive allure, déboucha à l'improviste et tamponna sa voiture. Gerda Taro fut transportée à l'hôpital de l'Escorial. On lui fit une transfusion de sang, en vain. Elle mourait le lendemain matin. Donc elle est morte assez jeune, elle est morte à 26 ans. Et on va avoir un enterrement qui va être assez important, puisqu'en fait, c'est la première femme photoreporter qui est morte dans l'exercice de ses fonctions, et elle est morte dans un front très particulier, c'est le front républicain antifasciste, finalement, le front espagnol. Son enterrement a lieu dans le carré communiste du Père-Lachaise, en face du mur des fédérés. Donc là, vous avez la petite pastille rouge. Et c'est un enterrement qui va devenir en fait une manifestation antifasciste avec il y a des milliers de participants. Son éloge funèbre est prononcé par Pablo Neruda et par Louis Aragon, que vous avez ici. Et Louis Aragon va demander à Giacometti de sculpter sa tombe. Il va sculpter un petit faucon, un Horus, que vous avez ici, qui est symbole de lumière et de résurrection. Alors, dans la suite, on va trouver une valorisation par Robert Capa de Gerda Taro, puisque en 1937, quand il arrive à New York, il va faire éditer dans ce livre, un Death in the Making, que vous avez ici, des photos conjointes, des photos qu'ils ont prises tous les deux sur le front espagnol. Donc c'est marqué par Robert Capa, photographie par Robert Capa et Gerda Taro, sauf que dans le livre, il n'attribue pas les photos. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles photos ont été prises par Gerda Taro et quelles photos ont été prises par Robert Capa. Et Gerda Taro, elle n'a pas d'héritier et elle n'a plus de famille, puisque toute sa famille va être envoyée dans les camps de la mort et donc ne réchappera pas de la Shoah. Alors comment elle est revenue sur le devant de la scène? Eh bien par hasard, puisque en 2000, on a trouvé une valise au Mexique qu'on a fait expertiser et révéler au public en 2007. Et dans cette valise, eh bien, vous avez des milliers de négatifs, vous en avez plus de 4500, des négatifs qui sont de Robert Capa, de Gerda Taro et d'un autre photographe qui s'appelle David Seymour, que vous avez ici. Et ça a permis de redécouvrir en fait l'importance de Gerda Taro dans le travail photographique des photoreporters, puisque vous avez remarqué qu'il y a une identification des cases et donc ça permet de savoir quel photographe a pris quel négatif. Voilà, je vais passer la parole et la main à Manon qui est derrière moi. Voilà. Et bonne fin de soirée à tous. Manon, ton micro? Alors, excusez-moi, j'étais tellement pressée de commencer qu'en fait, je n'ai pas activé mon micro. Alors, on l'a refait. Alors, donc, rebonjour officiellement à tous. Donc, je suis Manon. Je vais vous présenter donc, Diane Arbus, aussi appelée donc, Diane Nemerov, née le 14 mars 1923 à New York et mort le 26 juillet 1971 à New York également. Donc, Diane Arbus est aussi une femme photographe qui a œuvré surtout dans les années 60. Elle s'est démarquée avec un regard tout à fait singulier. Et donc, je vais commencer avec une citation qui dit, donc qui est d'elle et qui dit « il y a eu et il y aura une infinité de choses sur Terre. Des individus tous différents, tous désirent des choses différentes, tous ont l'air différents. Voici ce que j'aime précisément, la différence. C'est pourquoi il m'a semblé important de la choisir. » Donc, cette photographe, elle était issue d'une famille de la bourgeoisie juive qui a fait un cocon dont elle a voulu s'extirper. Alors, je vais vous montrer quand même sa photo, c'est mieux. Elle a commencé la photo avec son mari, qui était Alan Arbus,
qu'elle avait rencontré lorsqu'elle avait 14 ans. Alan Arbus, lui, avait appris la photographie pendant son service militaire. Et ensemble, ils ont ouvert un magasin de photographie de mode après la Seconde Guerre mondiale. Donc, à cette époque, aux États-Unis, c'était surtout les magazines et la photo publicitaire qui surgissaient. Et finalement, ils ont travaillé pour des magazines tels que Harper Bazaar ou encore Esquire. Et puis, Diane Arbus en a eu un peu marre de travailler dans un studio photo à la chambre photographique 20x25. Elle a décidé d'aller dehors pour photographier les gens, les anonymes, les inconnus. C'est précisément ce qui l'a intéressée. Donc, elle est sortie du studio photo et aussi de sa relation puisque le couple s'est séparé en 1960 et elle a commencé à entreprendre des photos plus personnelles, armée tout d'abord de son Leica, puis ensuite de son moyen format. Alors, c'était un Mamiya C330 sur lequel il y avait une grosse lampe torche avec un gros flash qui était posé, donc très très puissant, qu'elle utilisait pour les portraits surtout. Et puis, elle a suivi donc, divers enseignements de photographes, tout d'abord celui d'Alexei Brodovitch et de Bérénice Abbott. Bérénice Abbott qui a fait beaucoup de photographies de New York dans les années 20 et les années 30, beaucoup de photographies de buildings, d'immeubles. Elle a un peu montré cette nouveauté new-yorkaise, notamment d'un point de vue architectural. Et puis tous ces travailleurs, ces madmen qui se rendaient au travail le matin. Et puis surtout, Diane Arbus, elle a suivi les conseils de Lisette Model. Lisette Model, qui avait déjà un nom vraiment affirmé dans la street photographie, donc photographie de rue. Et elle a suivi donc son enseignement à la New School en 1958. Et Lisette Model lui a dit quelque chose de très intéressant. Comme elle disait à tous ses élèves, elle leur a demandé précisément de photographier ce qui, dans la rue, les interpellait, leur faisait peur, ce qui les frappait comme un coup de poing. Ce qui a fait beaucoup réfléchir ses élèves, finalement. Lisette Model pensait que les yeux et les sens ne donnent pas une réponse immédiatement. Et voilà précisément pourquoi la photo est importante. C'est parce qu'on a besoin de la voir après coup. Donc, c'est pour ça qu'elle demandait de servir un peu de la photo comme d'une sorte d'analyse inconsciente. Alors, Diane Arbus est revenue voir Lisette Model un beau jour pour lui dire, voilà Lisette, j'ai trouvé, ce que je vais faire, c'est que je vais photographier le mal. Alors évidemment, cette tournure de phrase est un peu impressionnante. Bon, alors elle n'a pas foncièrement photographié le mal, mais elle a photographié ce qui était contraire à sa bonne éducation, ce qui la faisait sortir des sentiers battus, ce qui la faisait aller à la rencontre d'autrui. Elle a photographié tout d'abord ce petit garçon avec une grenade à la main, vous voyez, qui a l'air tout crispé en plein milieu de Central Park, qui, même si c'est un petit garçon avec sa bretelle défaite, et puis cette grenade, et puis sa bouche un peu de travers, nous effraie quand même, on se demande ce qui se passe, et qui va inspirer donc d'autres photographes par la suite, notamment Arthur Tress, qui a beaucoup travaillé sur les rêves, l'inconscient des enfants, etc., et qui les met en scène, lui aussi, dans un format carré, ce qui est très pratique, que Diane Arbus utilise elle aussi. Et elle va photographier aussi des nudistes en Pennsylvanie. Elle va photographier des nains. Elle va photographier des géants dans des chambres un peu coincées. Mais avec toutes ces personnes, elle a une relation très, très intime. Enfin, elle est amie avec eux et elle essaie de les valoriser. C'est ce qu'elle appelle aussi les freaks. Alors, elle avait déjà exposé des photographies à l'exposition The Family of Man en 1955. C'est une exposition qui avait été organisée par le directeur du MoMA, donc Edward Station, dans laquelle il s'agissait de montrer des photographies d'une Amérique, de montrer les valeurs d'une Amérique, de la famille, etc. Et elle va surtout briller en exposant des photographies en 1967 à l'exposition New Documents, qui est mise en place par Joan Sarkowski, nouveau directeur du MoMA. Et elle va avoir une salle entièrement réservée pour elle. Donc, vous voyez, ici, on commence à entrer un peu dans le vif du sujet, puisque je vous montre donc une photo avec 3 triplés, visiblement, elles aussi, de très bonne éducation. On a l'impression que ce sont des sœurs siamoises, hein. Il n'y a aucune séparation entre leurs habits, ce qui crée finalement une sorte d'étrangeté.
Et puis, venons-en au fait, j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer ces jumelles de Diane Arbus qui sont en fait, qui font partie d'une photo iconique qui fait sa renommée aujourd'hui. Donc, ces jumelles, elles ont été capturées, si je puis dire, dans le New Jersey en 1967, dans la petite ville de Roselle, où Diane Arbus se rendait à défaut de fêter Noël. Pour assister à une sorte de concours des jumeaux. Voilà. Donc, très atypique, me direz-vous, qui accompagne la démarche de Diane Arbus aussi. Ces jumelles portaient en fait une robe en velours vert. Alors là, on ne le voit pas trop puisque la photo est en noir et blanc. Et on voit tout de suite les regards des jumelles qui nous attirent. Alors, je vous ai fait un petit zoom pour que vous soyez bien conscient de ce regard qui nous intrigue fortement. On y reviendra après. Donc, ces jumelles posent sur un mur blanc. Encore une fois, Diane Arbus a utilisé son moyen format, ce qui lui donne un format carré. Et elle s'est placée légèrement en dessous des yeux des jumelles, ce qui fait que ça leur donne aussi une impression de puissance. On a une légère contre-plongée. Et le sujet est tout à fait étonnant, puisque, comme nous l'avons dit précédemment, elle préférait photographier des nudistes, des androgynes, des freaks, comme elle disait. Et ici, ces jumelles ont l'air aussi de bonne éducation, mais elles ressemblent aussi à des jumelles siamoises et leurs regards ne sont pas les mêmes. Bien qu'elles soient jumelles, on peut s'amuser à jouer au jeu des 7 différences, puisque la jumelle de droite nous regarde avec un léger sourire, elle semble éveillée au monde, tandis que la jumelle de gauche a l'air plutôt introvertie et fermée. Donc, elles ont été comparées quand même aux deux parties de l'être humain. On aurait donc d'une part une jumelle qui représenterait le côté angélique de l'être humain et de l'autre part, eh bien, la jumelle qui représenterait notre côté un peu diabolique. Puisqu'après tout, même si elles ont l'air de bonne éducation, les jumelles, dans la littérature, le cinéma et d'autres sources, n'ont pas forcément bonne réputation. D'ailleurs, le papa des jumelles a précisé que ces filles ne ressemblaient pas du tout à ce qu'elles étaient dans la réalité sur cette photo. Et ces jeunes filles ne se souviennent pas du tout avoir croisé le chemin de Diane Arbus et avoir été photographiées pour elle, ce qui nous étonne un peu. Ces jumelles, on les retrouve aussi dans un film de Stanley Kubrick. Enfin, ça n'a pas été non plus prouvé complètement, mais Stanley Kubrick aurait en fait croisé Diane Arbus lorsqu'il travaillait pour le magazine Look, puisqu'il a fait beaucoup de photographies. Et donc, il aurait repris cette photo des jumelles pour les mettre dans le long couloir lorsqu'elles sont en face de Danny et qu'elle effraie le garçon au point qu'il doit parler à son petit doigt. Et donc, les jumelles ont aussi été utilisées à nouveau par un autre photographe qui s'appelle Sandro Miller, dans une image tout à fait étonnante qui place John Malkovich à la place des deux fillettes. Il adopte le même rictus, vous voyez, on conserve la fillette éveillée au monde et celle qui est plutôt introvertie. D'ailleurs, John Malkovich en rajoute un peu. Enfin, ce n'est que mon avis, à vous de juger. Mais le photographe Sandro Miller fait bien sûr écho au film Malkovich, enfin, dans la peau de John Malkovich. Ici, il a repris en fait John Malkovich pour le mettre à travers différentes icônes photographiques. Voilà. Donc, on peut dire que Diane Arbus, par son souhait d'aller à la rencontre d'autrui et de ne pas se créer un réseau dans le milieu dans lequel elle était, la bourgeoisie, elle ne s'est pas du tout contentée en fait, de faire des portraits de ses amis. Elle a voulu aller voir au-delà. Elle a voulu parler aux anonymes, les prendre en photo, les mettre en valeur, tout ça avec un énorme respect. Et je pense qu'on pourrait terminer avec cette citation qui est bien sûr de Diane Arbus, qui dit qu'il y a une qualité légendaire chez les monstres. C'est comme un personnage de conte de fées qui vous arrête pour vous demander la réponse à une énigme. Donc, elle a aussi, bien sûr, sans doute inspiré de nombreuses photographes femmes, telles que Sarah Moon, dont l'exposition n'est pas restée longtemps au Musée d'Art moderne de Paris. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vais laisser donc la parole à Martia. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
Alors, je prends la parole et je vais faire un partage d'écran. Vous allez le voir, ça va être très rapide. Et je vais vous présenter une artiste, une peintre, Berthe Morisot, avec son tableau très connu, Le Berceau. Alors, on va commencer notre histoire le 15 avril 1874. Nous sommes dans l'atelier de Nadar, le photographe Nadar, et s'ouvre la première exposition impressionniste, celle qui va passer à l'histoire comme la première exposition impressionniste. On a 30 artistes qui participent, des noms très connus, ceux qui vont devenir très connus pour la suite, Monet, Renoir, Pissarro. 165 œuvres sont présentées et une femme, celle que vous voyez, Berthe Morisot. Berthe Morisot, comme vous la voyez, très élégante dans sa robe de soirée, elle est issue d'un milieu bourgeois, elle est fille d'un fonctionnaire. Elle a découvert très jeune un talent d'artiste qui a été secondé par sa famille. Elle a fréquenté des grands maîtres, mais surtout, elle a aussi partagé l'aventure impressionniste. Alors, le tableau qu'elle décide de présenter lors de cette exposition impressionniste, c'est le tableau que je vais vous montrer dans un instant, le célèbre Berceau. Ce berceau a été fait en 1872. Aujourd'hui, ce tableau qui est bien accroché au musée d'Orsay, qui fait aussi un peu la renommée et un peu victime de son succès parce qu'elle est souvent associée à les fêtes des mères ou à les faire part de naissance. Ça donne l'impression d'être un tableau très innocent où un bébé dort et sa maman le regarde. Alors, ne faites pas prendre un piège par ça. On va situer aussi le tableau dans son milieu. On va le situer aussi dans une maternité qui rappelle aussi beaucoup les maternités, on va dire, de la Renaissance. C'est très rare de trouver des tableaux de maternité au XIXe siècle. On a des exemples plutôt avec Mary Cassatt, mais des maternités quotidiennes, réelles, avec une vraie maman, un vrai enfant, sans un contexte religieux, c'est quelque chose qui sort véritablement de l'ordinaire. Alors, devant nous, la maman s'appelle Edma, c'est la sœur de Berthe. Edma qui est penchée sous le rideau, sous le berceau de sa petite fille, sa deuxième fille, Blanche, qui dort paisiblement. Alors, c'est vrai que Edma, ici, est la protagoniste du tableau, mais sachez qu'autrefois, elle aussi tenait un pinceau à la main parce qu'elle avait commencé sa carrière d'artiste avec sa sœur Berthe. Elle avait fréquenté les mêmes maîtres. Ils avaient eu comme maître aussi Corot. Ils avaient pratiqué la peinture de plein air à Ville d'Avray. Ils avaient arpenté aussi les couloirs du Louvre comme copistes. Et là, ils avaient rencontré Renoir, Monet et surtout Édouard Manet. Les deux sœurs avaient même présenté au salon un certain nombre d'œuvres, alors en 63 et en 67, et toujours ensemble, elles avaient partagé cette aventure de la peinture. Mais pour Edma, arrive l'heure des choix, et le choix est devenir artiste ou bien épouse. En fait, il décide de s'épouser, de se marier en 1869 avec un officier de marine, un poste à Lorient. Donc, il doit quitter Paris, il doit quitter sa sœur et doit tout court quitter aussi ses pinceaux et son art. Berthe aimait beaucoup sa sœur et l'a peinte plusieurs fois. Donc, nous sommes devant un événement familial, quelque chose qui est lié à la famille de Edma, la naissance de sa deuxième fille. Et Berthe, il nous fait part aussi d'un moment très précis de l'histoire, de la vie quotidienne, mais aussi de la vie de la famille.
et de la vie des femmes. Donc, comment dire, l'apothéose maximum pour une femme à l'époque, c'était de devenir mère. Alors, un sujet féminin, simple, innocent, pour définir bien les rôles à l'époque, comme peut-être aujourd'hui, ça, on peut aussi discuter. Les hommes dans l'action et les femmes à la maison. Donc, Edma décide de devenir épouse et mère. Berthe décide de devenir peintre. Donc, ils ont fait d'une certaine manière leur choix. Alors, au-delà du sujet simple, de cette atmosphère très délicate, rien est innocent parce que Berthe, il veut aussi montrer dont elle est capable de faire, donc sa pleine maîtrise de la peinture. Regardez le rendu. La composition est faite de courbes, donc la courbe du berceau, voilà, qui prend toute la largeur du tableau, celle du voilage et aussi celle par la tige que vous avez vue tout à l'heure. Et après, deux grandes horizontales, celle du rideau à nouveau du berceau et celle du voilage derrière de l'alcôve, donc de sa maman, tout au fond de la pièce. La mère, elle est au centre de ce triangle avec son joli profil, avec ses mèches si bien dessinées. C'est comme si Berthe aurait même caressé sa sœur, le profil de sa sœur. Et surtout, ce voilage rappelle aussi l'aile d'un oiseau. Et après ça, il y a aussi la couleur et la lumière. Parce que dans tout ça, ce que remonte, c'est cette gamme de blancs qui sont subtils, nacrés, la transparence de la gaze, et aussi une gamme de brun, de gris et de noir, bleuté, la robe de la mère, le fauteuil, le papier peint qui est très sobre. Et le tout, comme vous pouvez bien le voir ici, est rehaussé de quelques notes de couleurs, de l'orangé, du rose et du rouge. Tout est très léger, tout est fait de manière extrêmement subtile. Il y a des bleus clairs, plus froids en arrière-plan, je vais vous les montrer, qui donnent sérénité et fraîcheur à l'ambiance. Alors, en quoi Berthe se différencie avec ses collègues impressionnistes? Elle est beaucoup plus légère, mais en même temps très aiguë. Elle a une rapidité d'exécution qui lui a été toujours reprochée. Lors de toutes les expositions impressionnistes, on le reprochait, on l'accusait de ne pas terminer sa tableau parce que probablement elle n'était pas capable, alors que c'était exactement le contraire. Elle faisait ça pour montrer sa propre liberté. Et Manet, Édouard Manet, qui va devenir aussi un très proche de la famille et un vrai ami pour Edma et Berthe, il va toujours la défendre. Donc son agilité, sa liberté, ce n'est pas exactement ce qu'on s'attendait d'une femme. On s'attendait d'une femme peut-être de la broderie, du détail, de la précision. Et en fait, c'est ici, depuis le berceau, que cette vibration qui voyait, qui a des allures de soie, qui est présente aussi dans ce geste de la mère, voyez, qui touche délicatement le voile, le bord du rideau, c'est là qu'il exprime une autre qualité, la qualité de toucher la matière, le voile, mais aussi de toucher avec les yeux. Alors, comme je vous disais, ce tableau, il n'est pas ce qu'il ressemble, parce que si nous regardons encore une fois Edma, elle a un regard extrêmement mélancolique. On dirait presque que malgré le moment de bonheur par la naissance d'un bébé, elle a un regard aussi grave. Elle est rêveuse et un peu distante. Elle a dû renoncer à quelque chose, on le sent. Et à cette époque aussi, les jeunes mères issues du milieu bourgeois, qui est le milieu de Berthe et de Edma, elles ne s'occupaient pas de leurs enfants. Donc, il y a aussi cette distance comme une sorte de « bon, j'observe, mais je ne touche pas ». Qui s'occupait des enfants à l'époque? C'était des nourrices. Autre femme dans l'ombre qui souvent était aussi
exploitée. Alors, reprenons un instant ce jour, le 15 avril 1874, quand Berthe présente son tableau lors de l'exposition impressionniste. 1874, c'est aussi une année clé pour Berthe parce que cette année-là, elle a 33 ans. Elle aussi doit céder aux pressions de la famille. Il doit se choisir un mari. Mais elle va le faire de son plein gré parce qu'elle va se marier avec Eugène Manet, le frère d'Édouard. Et grâce à ça, il continue à peindre et à signer avec son nom. D'ailleurs, pas besoin de faire un choix entre être une épouse, une mère ou un artiste. L'art était une affaire de famille. Et d'ailleurs, son mari va toujours s'occuper de l'accrochage des tableaux de sa femme. Sa fille Julie deviendra par la suite son modèle de prédilection, son grand amour, voilà. Et surtout, Berthe n'aura jamais renoncé à son art. Et pour terminer, voici un détail d'un autoportrait de Berthe qui se fait dans la pleine maturité de l'artiste, conservé au musée Marmottan-Monet. Elle est là, vous la voyez, fière, belle, avec les yeux verts, avec sa blouse de peintre, encore prête à défier les conventions et qui s'est donnée totalement à son art. À sa mort, en 1895, sous l'acte de décès, on avait bien écrit que Madame Berthe Morisot-Manet, elle était sans profession. Alors, après plusieurs tentatives infructueuses de vendre ce tableau, Berthe le retira de l'exposition. Le berceau resta ensuite de la famille de Edma, ensuite dans celle de sa fille, jusqu'à sa vente au Louvre en 1930 pour rentrer à l'inauguration, à l'ouverture du musée d'Orsay, où vous le trouverez encore aujourd'hui. Alors, cette artiste sensible, impétueuse et très prolifique parce qu'elle a produit énormément, voilà, son œuvre sera découverte seulement à la fin du XXe siècle. Bel exemple de volonté pour une femme qui a su aussi affronter les critiques d'un monde qui était un monde masculin. Les filles, les femmes, elles pourront rentrer à l'Académie des Beaux-Arts beaucoup plus tard, donc après la mort de Berthe. Alors, merci beaucoup. Je vais donner la main à à Marlène, qui va vous parler, je crois, de danse. Oui, alors merci Marcia. Je vais partager mon écran que vous allez voir ici. Et oui, je vais vous emmener quelques années un petit peu plus tard que Marcia et Berthe Morisot. Et on va effectivement quitter le monde de la peinture pour entrer dans le monde de la danse avec une des danseuses les plus emblématiques de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est Maya Plisetskaya, qui a une renommée impressionnante encore aujourd'hui et une longévité qui est inégalée. Donc, vous voyez ces dates, 1925-2015. Donc, elle est décédée à 90 ans et elle dansait encore à 90 ans, donc ce qui est absolument admirable. Ce n'est pas une danseuse, une ballerine lambda. Souvent, elle est décrite comme une femme qui danse, justement, parce que elle va, chaque rôle qu'elle interprète est un morceau de sa vie qu'elle met sur scène et elle va rapidement se faire remarquer. Donc, elle est effectivement d'origine russe. Elle est née à Moscou et en 1937, son père va être arrêté par le gouvernement et sa mère également conduite au goulag. Donc, elle ne verra plus ses parents à partir de 12 ans. C'est tout simplement sa tante qui s'est battue pour qu'elle n'aille pas dans un orphelinat et qu'elle puisse entreprendre de la danse, tout simplement, puisque son oncle, il était maître de ballet au Bolchoï. Donc, ça l'a aidé d'un certain point de vue.
Donc, cette danseuse, elle n'a pas eu un parcours classique, nous allons dire. En principe, vous devez franchir plusieurs étapes lorsque vous êtes dans une institution de danse, donc plusieurs stades, plusieurs concours. Elle n'a jamais fait partie des corps de ballet, elle a été tout de suite soliste parce qu'elle a quelque chose de particulier. Elle a un travail des bras, un port de tête, on peut le voir sur certaines des photos que je vous ai mis ici, qui est unique en son genre. C'était une femme qui est magnifique et un personnage qui incarne extrêmement bien chaque rôle dans lequel elle a pu jouer. Et elle va surtout inspirer beaucoup de chorégraphes qui vont travailler à ses côtés. Alors ici, je vous présente la mort du cygne. Donc la mort du cygne qui ne fait pas partie du lac des cygnes, c'est une autre partie du carnaval des animaux. C'est un passage qui est absolument magnifique, puisqu'en 3 minutes, finalement, le cygne, qui est représenté par la danseuse, bien sûr, va tout simplement se mourir, et elle rentre sur les pointes qu'elle chausse, bien sûr, et sur ces petits pas qu'on appelle des menées. Elle glisse comme si elle glissait sur l'eau avec ses bras particuliers. Elle a vraiment une tenue de bras, une musculature qui est assez impressionnante. Et c'est ce que vont reconnaître, on dirait vraiment un cygne sur l'eau, une vision aquatique qui flotte. Et elle va la donner, cette représentation, à Avignon dans les années 70. Donc elle a déjà pas loin de 50 ans quand même. Donc pour faire ça à ce haut niveau, c'est quand même assez impressionnant, sachant que à l'Opéra Garnier, par exemple, une danseuse étoile doit prendre sa retraite à 42 ans et demi. Donc, c'est pour vous montrer à quel point aussi elle est un petit peu hors norme. Et le public, étant absolument ravi, lui a demandé de faire une deuxième fois cette séquence, chose qu'elle fera. Et à ce moment-là, la pluie s'abat sur la scène, donc ce qui va rajouter beaucoup d'émotion à ce deuxième passage, et aussi quelque chose d'assez dangereux, entre guillemets, parce que faire des pointes sur une scène mouillée, c'est aussi assez délicat. Elle aurait pu se blesser, mais ça va aussi marquer sa légende. Alors, il faut savoir que lorsqu'elle est au Bolchoï, il y a beaucoup de problèmes aussi. On a beaucoup d'artistes comme Nourieff, ce sera le cas, elle voudra faire comme lui, elle voudra s'émanciper du régime soviétique, et pendant 6 ans, elle ne pourra pas sortir de Russie. Elle sera autorisée à partir des années 60, mais bien sûr, les artistes, notamment de danse, étaient effectivement un petit peu les faire-valoir du gouvernement. Ils étaient montrés comme des personnes très subtil, d'un rayonnement national. Et finalement, une fois qu'ils arrivent à la frontière, on leur reprend tous les cadeaux qu'ils ont eus, et ils vivent une vie un petit peu privée de privilèges qu'ils ont pu avoir à l'extérieur. Alors, elle va faire des rencontres avec des grands chorégraphes, notamment Roland Petit. Ici, vous l'avez avec Zizi Jeanmaire sur la droite, qui était sa femme et une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Et il va lui créer sur mesure l'un de ses plus beaux ballets, qui est La Rose Malade. Donc La Rose Malade, où effectivement elle-même représente une rose qui est touchée par un insecte qui va venir effleurer la fleur, et qui va se faner petit à petit. On voit bien aussi ce mouvement de bras. Elle avait un partenaire attitré qui était Viris Liepa, et puis ici ce porté poisson qui est toujours assez périlleux et qu'on va retrouver dans beaucoup de chorégraphies. Alors, le plus emblématique, c'est aussi la rencontre avec Maurice Béjart. Donc, on a 2 personnalités assez fortes. À Bruxelles, il va l'inviter pour une représentation. Il veut qu'elle danse le boléro qui est cette pièce créée en 1928 par Maurice Ravel, donc la musique que l'on connaît bien évidemment, une sorte de ritournelle qui s'enroule sur elle-même aux accents arabo-andalous. Donc, cette pièce avait été écrite pour Ida Riebenstein au départ, pour son retour. Donc, dans une taverne, au final, c'était une danseuse avec beaucoup de sensualité, et il va en faire une création en 1974 qui va amener comme interprète majeur Georges Donne, évidemment, dans le film Les uns et les autres de Claude Lelouch à la fin, mais également Maya Plisetskaya, qui donne toute son émotion, son travail des bras et son regard. Et vous allez pouvoir admirer
un petit passage, effectivement, ici, parce qu'on est obligé de regarder ces mouvements de bras. Alors, il faut savoir que la danseuse danse, donc c'est un homme ou une femme, suivant le choix, hein, et elle danse sur la mélodie, tandis que les danseurs autour bougent sur le rythme. Donc pendant 15 minutes, la danseuse ne fait que bouger, il n'y a pas de temps d'arrêt, ce qui fait que ça devient une certaine folie, c'est assez envoûtant. Et le danseur ou la danseuse n'est plus le même à la fin de cette expérience. Et c'est très délicat, elle avait même du mal à retenir les pas. C'est une chorégraphie extrêmement puissante. Et d'ailleurs, en Russie, elle ne voulait pas qu'elle soit présentée parce qu'on estimait que ça représentait le dieu et le sexe, c'était trop sensuel. Donc c'était une œuvre qui avait été interdite, mais elle va pouvoir la faire venir à la fin des années 90. Et vous pouvez voir le regard intense qu'elle a. Là, on est en 1976. Elle a plus de 50 ans pour faire ça. Donc, ce qui est effectivement une prouesse aussi technique et unique. Et elle avait une petite astuce, comme elle avait du mal à retenir les pas. Elle regardait Maurice Béjart et les enchaînements avaient des petits noms. Donc, il y avait l'enchaînement le soleil. Elle savait à quoi ça correspondait quand il lui montrait le soleil. Le chat, avec une pause, polka, le bébé, comme Brigitte Bardot. Et du coup, ça lui permet de donner un regard quelque chose de très hypnotique qui est assez incroyable. Et elle a immortalisé effectivement ce moment qu'elle pensait ne pas pouvoir réaliser et qu'elle va refaire quelques fois par la suite. Donc Maurice Béjart va rester pour elle un chorégraphe emblématique. Regardez la puissance de son regard qui est absolument incroyable. Voilà, ce passage avec cette musique, pardon, je vous avais remis ici voilà, quelques images, donc le boléro qu'elle va réinterpréter aussi pour l'Opéra de Paris parce qu'elle va pouvoir retrouver refuge aussi à l'opéra. Elle va quitter le Bolchoï aussi dans les années 90 et elle va trouver une terre d'asile aussi aux États-Unis où elle va défendre les droits des femmes de façon importante. On a ici aussi une autre chorégraphie que Maurice Béjart va le faire sur mesure qui est Isadora, qui fait référence à la danseuse Isadora Duncan, qui va faire ses chorégraphies avec effectivement une toge grecque. Et puis, on voit ses bras aussi très jolis quand on retrouve ses positions sur les vases effectivement antiques. Donc, elle a vraiment des choses sur mesure. En fait, c'est une danseuse, mais qui n'est en rien classique au final, qui a un œil toujours extrêmement contemporain. Et ici, une image aussi par Maurice Béjart avec malheureusement un danseur qui nous a quittés très récemment, qui est Patrick Dupont et qui a dansé avec Maya Plisetskaya en 1996 au Bolchoï, justement pour un événement pour lequel on commémorait, c'était un hommage. Donc, Kurosaka qui a été créé, donc Patrick Dupont était tout simplement une sorte de sorcière sanguinaire et Maya Plisetskaya, avec sa chevelure très rousse ici, était effectivement la prochaine victime. Donc, il y a effectivement un jeu entre ces deux danseurs assez incroyable. Alors, elle a pu, alors la veille, c'est en 2016, elle allait avoir 90 ans. Elle est décédée malheureusement 6 mois avant ses 90 ans d'un infarctus du myocarde, alors que c'était prévu toute une fête aussi au Bolchoï où elle allait redanser. Et vous voyez cette sculpture qui la représente en Carmen, qui est un des rôles qui l'a rendu assez célèbre. Et donc, c'est un ami à elle qui a fait cette sculpture qui est située dans un square à Moscou. Alors, plus qu'une danseuse, c'est une femme sur laquelle on se retournait. C'est une femme qui a une longévité aussi incroyable parce qu'elle avait des choses à dire sur scène. La danse, c'est un moyen d'expression et c'est ce qu'elle voulait montrer avec ses rôles assez forts. Vous avez effectivement ce regard puissant et vous voyez, là, elle est proche des 90 ans. Elle est toujours d'une extrême beauté avec ce port de tête et ses bras. Voilà, porter une danseuse a toujours un port altier et très particulier. Et elle va même avoir une autre connaissance particulière puisqu'elle va être nommée la prima ballerina assolita. Donc, c'est-à-dire que c'est la diva de la danse,
la seule danseuse qui aura ce titre unique au monde. Et ça correspond aussi au titre que Maria Callas a comme diva de la chanson, du chant. C'est effectivement les deux artistes qui ont ces titres qui sont absolument uniques. Alors voilà, j'ai terminé. Je vais passer la main à Aurélie qui va vous parler, qui va quitter la Russie pour aller dans un autre endroit. Merci Marlène. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà. Et donc ce soir, je vais vous parler de Cléopâtre, la femme et le mythe, la reine et le mythe. Donc tout à l'heure, Florie vous a parlé d'une impératrice romaine. Là, on va remonter un petit peu plus loin dans le temps pour évoquer donc cette reine d'Égypte. Et surtout, j'ai choisi de vous parler du moment de sa mort. Alors avant de parler de sa mort et de ses représentations dans l'art, on va évoquer un petit peu la vie de cette reine et comprendre comment elle est devenue un mythe. Donc, Cléopâtre, c'est une femme particulière puisque sa mort va signer la fin de l'indépendance du royaume d'Égypte. Cette Égypte, depuis 305 avant notre ère, est dirigée par une famille d'origine macédonienne, d'origine grecque. Ptolémée Ier Sotère, qui est un des généraux compagnons d'Alexandre le Grand, va récupérer le domaine égyptien à l'issue de la mort d'Alexandre. Les diadoques, donc les généraux, se partagent l'empire d'Alexandre. Et donc, à partir de 305, c'est une famille grecque qui domine en Égypte. Et cette famille des Ptolémées, qu'on appelle aussi la dynastie des Lagides, va régner avec un fonctionnement un petit peu particulier puisque reprenant la tradition égyptienne, il va y avoir un phénomène endogamique, donc on va se marier entre frères et sœurs de manière à mélanger le moins possible la famille et garder ce lien le plus fort possible entre cette famille-là et les dieux égyptiens. Et à la fin de cette période, donc au milieu du 1er siècle avant notre ère, eh bien, c'est Cléopâtre VII, la fille de Ptolémée XII Aulète, qui va devenir reine. Donc, on est en 51 avant notre ère. Alors, dans un premier temps, elle est épousée un de ses frères qui est Ptolémée XIII, et puis ensuite, elle épousera son autre frère Ptolémée XIV. Cette famille Lagide, c'est une dynastie compliquée avec énormément de complots, de morts donc, assez violentes. Et en parallèle se déroule l'histoire romaine. Et donc Cléopâtre va se retrouver confrontée à cette Rome républicaine qui se développe, qui est au front avec des guerres civiles. Et certains généraux viennent chercher du soutien en Égypte. L'Égypte est un pays extrêmement riche. Et donc les généraux, César, puis Marc-Antoine, viennent chercher un soutien financier. Et Cléopâtre va essayer de défendre son Égypte, de son indépendance égyptienne, et puis aussi de redonner du lustre à cette Égypte à travers des alliances qu'elle va conclure avec ses hommes. Alors, de Cléopâtre, on sait beaucoup de choses et en même temps peu. Les vestiges archéologiques sont peu nombreux, même s'il y a des fouilles actuellement. Et en revanche, on a un certain nombre de textes antiques qui nous présentent Cléopâtre sous un jour pas tellement favorable. On parle d'une femme dangereuse, rusée et surtout d'une séductrice. Et c'est cette image de femme fatale qui va se développer. Alors, de l'image antique, on a deux aspects. Premier aspect, c'est l'iconographie que le monde gréco-romain a pu nous en livrer. Donc, ces représentations, d'abord avec les monnaies, qui sont une forme de portrait peut-être d'une certaine manière assez fidèle, même si, vous l'avez vu tout à l'heure avec Florie, il faut quand même se méfier des reconstitutions par les monnaies. Vous avez ici à gauche donc un drachme fabriqué à Alexandrie qui représente Cléopâtre diadémée. Donc, elle a une coiffure en bandeau, comme on va le retrouver ici à droite sur ce portrait qui vient de l'Altosmuseum de Berlin et qui est attribué à Cléopâtre, même si on peut parfois un petit peu douter de son authenticité.
Alors, une coiffure en bandeau, et puis, donc on appelle ça des côtes de melon, et puis vous avez un diadème qui marque donc cette origine princière de cette reine égyptienne. Alors, est-ce qu'elle est belle? Parce que pour avoir réussi à séduire 2 grands généraux, peut-être qu'il faut être quand même un petit peu jolie. En fait, non, vraisemblablement. Enfin, quand on regarde ses portraits, elle est peut-être pas si belle que ça. Elle a un nez aquilin, elle a les yeux un petit peu enfoncés, elle a le menton un petit peu vers l'avant. En réalité, elle n'est peut-être pas si belle que ça, mais Cléopâtre a, semble-t-il, beaucoup de charme et une intelligence extrême. Elle est polyglotte, elle est philosophe, elle a écrit peut-être des traités de médecine et de cosmétique. Et elle a une voix, semble-t-il, qui fait aussi tout son charme, hein. C'est vraiment l'un de ses atouts d'après les sources. En tout cas, voilà l'image que les Romains vont en retenir. Alors, côté égyptien, il y a quand même une autre tradition iconographique qui perdure. Vous voyez ici à gauche un relief qui est au temple d'Hathor à Dendera et qui montre Cléopâtre et le fils qu'elle a de César, donc Césarion, ici représenté adulte alors qu'il devrait plutôt être enfant, en train de faire des offrandes aux dieux. Et donc on a vraiment une iconographie à l'égyptienne. Cette iconographie, on la retrouve un peu différente ici sur cette stèle du Louvre qui nous montre la reine Cléopâtre faisant une offrande à Isis. Et l'inscription nous parle bien de la reine Cléopâtre. Vous pouvez le lire ici sur cette deuxième ligne. Donc Cléopâtre Philopator, donc c'est son deuxième nom, hein, c'est son titre, donc qui aime son père. Et ici, Cléopâtre, elle a l'iconographie d'un pharaon, elle est habillée en homme. Comme pour Césarion, elle a un pagne, elle a la couronne de Haute et de Basse-Égypte. En réalité, cette stèle, elle a sans doute été remployée. C'est une offrande faite par Onophéris, qui est administrateur de temples et qui dirige une association de temples dont la patronne est Isis Snonaïs, que vous voyez ici. Et donc, pour le couronnement de Cléopâtre, le 2 juillet 51, cette stèle donc représentant peut-être son père au départ, aurait été retravaillée pour la représenter elle. Voilà, on va l'associer à Isis. Donc une double iconographie et une image qu'on a du mal à se fixer. Et cette image, après sa mort dramatique, eh bien, elle va tourner parfois à la caricature. C'est ce que vous voyez avec cette lampe qui vient du musée de la Vieille Charité à Marseille et qui représente une femme nue avec un phallus et ici un crocodile. Alors, dans l'iconographie romaine, le crocodile, c'est associé à l'Égypte et cette connotation sexuelle de la nudité et du phallus, eh bien, c'est parce que voilà, c'est cette femme dangereuse, séductrice, qui a réussi à entortiller Marc-Antoine et à le garder. C'est un peu les délices de Capoue, mais version égyptienne. L'iconographie de Cléopâtre va connaître un grand redéveloppement à la Renaissance. Alors vous avez ici au centre peut-être l'une des images les plus anciennes, qui est la mort d'Antoine et de Cléopâtre par le maître de Luçon vers 1410. C'est une illustration du livre de Boccace, des cas des nobles hommes et femmes, qui a été offert à Jean de Berry. Donc on représente le suicide de Marc-Antoine à l'issue de la bataille d'Actium en 31 avant notre ère, et Cléopâtre qui va le suivre de quelques jours dans la mort, puisqu'elle meurt le 12 août 30 avant notre ère, et elle est tuée, semble-t-il, en tout cas iconographie majeure qui est retenue ici, par des serpents. À la Renaissance, vous le voyez ici avec Guido Reni, et au XVIIe siècle, hein, pour poursuivre donc avec cet artiste, on est au début du XVIIe ici, le choix de représenter la mort de Cléopâtre va être fait par de très nombreux artistes parce que c'est d'abord un prétexte à représenter la nudité, mais aussi ça va être le choix d'un certain nombre de femmes que
petites livres qualifiés de virils, c'est-à-dire des femmes qui vont s'illustrer avec un caractère noble et la volonté d'affronter la mort par leur propre volonté plutôt que de se soumettre à la puissance romaine. Alors c'est le cas de Didon, c'est le cas de Sophonispe, c'est le cas de Lucrèce aussi qui se sacrifie pour l'honneur, et c'est le cas naturellement de Cléopâtre. À chaque fois, en tout cas pour Cléopâtre surtout, puisqu'elle se fait piquer le sein par un serpent, c'est un prétexte aussi à une forme d'érotisme déguisé avec cette nudité. Alors voilà ce grand tableau ici qui reprend un petit peu tous ces éléments. Rixens en 1874, un tableau qui se trouve à Toulouse et qui représente la mort de Cléopâtre. Alors si on agrandit un tout petit peu, on voit ici le serpent qui s'est glissé hors du panier de figues qu'elle a choisi de se faire livrer de manière donc avec un serpent, de manière à découvrir le serpent et être piqué. Il y a 2 versions pour la mort de Cléopâtre. Les sources nous parlent d'un empoisonnement avec une coupe donc contenant du poison, mais on préfère retenir l'autre version qui est celle piquée par un serpent. D'abord parce qu'on connaît déjà Sophonispe qui est une reine berbère qui, elle, se suicide en buvant une coupe empoisonnée. Alors ça fait 2 iconographies de coupe empoisonnée, c'est un peu embêtant. Et d'autre part parce que dans le contexte égyptien, être piqué par un aspic, que vous retrouvez ici sur la coiffure. C'est l'uréus, c'est le serpent cobra symbolique du monde égyptien. Eh bien, être piqué par un serpent, c'est l'accès immédiat au domaine des dieux. Et donc, finalement, c'est une mort qui est noble et une mort avec un lien divin. Ici, Rixens va utiliser à la fois donc, ce prétexte de cette mort héroïque, mais surtout, c'est un très beau morceau de nu, presque encore frémissant de vie, puisque le serpent vient juste sans doute de tomber du drap. Et c'est aussi une reconstitution, ou en tout cas une volonté de plonger dans un univers orientaliste, mais avec un Orient différent, puisque là, c'est une reconstitution d'une antiquité égyptienne un petit peu fantasmée. Et dans le fond, arrive à l'issue de cette mort, vous avez donc un personnage un peu fantastique ici, mais surtout derrière, on devine un soldat romain. Pourquoi Cléopâtre s'est tuée? Eh bien parce que à l'issue de la bataille d'Actium qu'elle perd avec son mari Marc-Antoine contre Octave, l'héritier de César, eh bien elle devrait être faite prisonnière par les Romains, elle l'est d'ailleurs, et elle devrait participer au triomphe d'Octave, être ramenée à Rome et, comme les prisonniers à l'issue du triomphe, vraisemblablement exécutés. De temps en temps, on est gracié, comme une de ses sœurs l'a été, mais ça n'a rien d'évident. Elle est vraiment une ennemie de Rome, donc elle a toutes les chances d'être exécutée. Et plutôt que d'affronter le déshonneur d'un cortège, qui en plus sans doute serait passé par la terre, donc aurait remonté toute la Syrie, ancienne terre égyptienne, plutôt que d'affronter ce déshonneur-là, elle préfère partir avec ce symbole du serpent. Après sa mort, donc, elle devient véritablement un personnage mythique, symbolique, qui est donc, vous le voyez, repris. Et dans cette fin de 19e et le début du 20e siècle, un autre type d'art se développe, c'est le cinéma. Et ce cinéma va permettre à Cléopâtre de revenir encore une fois sur le devant de la scène. De très nombreux films lui sont consacrés, dont le plus célèbre est vraisemblablement Le Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, donc vous avez ici l'affiche, avec ce trio extraordinaire de César Rex Harrison, Richard Burton pour Antoine et Cléopâtre avec Elizabeth Taylor. Et tous deux, vous le savez peut-être, tombent amoureux pendant le tournage. Ça fait un grand scandale, mais évidemment, ça correspond aussi tout à fait à l'histoire réelle de Marc-Antoine subjugué par Cléopâtre. Ce film sort en 1963 et je terminerai par cette nouvelle parution de 1965, Astérix et Cléopâtre, où vous voyez que Cléopâtre finalement passe de la grande histoire aux beaux-arts, au cinéma, puis à la bande dessinée, à travers cette illustration. Et vous voyez que la couverture de la bande dessinée reprend l'affiche du film de Mankiewicz. Donc Cléopâtre, ça devient presque un personnage
de pop culture. En tout cas, pour conclure, eh bien, on se rappellera, et on le voit d'ailleurs avec le dessin d'Uderzo, que ce personnage a été tellement célèbre dans l'Antiquité que Pascal en avait dit que le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. C'est un peu l'effet domino. Et Cléopâtre, en tout cas, a inspiré les artistes depuis plus de 2 millénaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je laisse la parole à Alex. Oui, merci Aurélie. Voilà, donc après Cléopâtre, moi je vous propose de revenir en France avec un architecte ou une architecte urbaniste d'État qui s'appelait donc Olivier Chaumont et qui est devenu Olivia Chaumont. Oui, je vais vous parler d'une femme trans parce que bon, les femmes trans, ce sont aussi des femmes et c'est vrai qu'on les oublie, elles sont ostracisées, elles sont un peu oubliées, mal comprises et on les oublie souvent. Et donc moi, je voulais vous parler de cette femme extraordinaire qui a donc commencé sa carrière, sa vie en étant Olivier, et qui est ensuite devenue Olivia en 2008. Voilà, donc Olivier, il est né en 1950 à Meudon. Il est diplômé de l'école des Beaux-Arts de Paris en 1978. Et en fait, ce qui l'intéresse dans l'architecture et l'urbanisme, c'est la reconversion des friches industrielles. Tout cet héritage lié au phénomène d'industrialisation qui a laissé des grands territoires vides, propices au développement des villes. C'est ça qui l'intéresse et c'est ça qui va marquer toute sa carrière d'architecte. Aujourd'hui, Olivia n'est plus architecte urbaniste, elle n'est plus inscrite à l'ordre des architectes. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué qu'elle avait un exercice terminé. Alors, je vous montre ici un de ses grands projets qui a marqué sa carrière, c'est le développement du quartier autour de la base navale militaire de Saint-Nazaire, un projet qui va lui permettre de construire un nouveau quartier, réhabiliter donc une ancienne friche industrielle et militaire, et qui va lui permettre de faire ce qu'elle aime bien en architecture, c'est-à-dire une ville qu'on appelle la ville de l'âge 3. Et ça lui vient en fait d'une notion qui a été inventée par Christian de Port-Saint-Parc et qui consiste, en gros, c'est d'ouvrir les îlots sur l'extérieur. On n'est plus dans une ville haussmannienne ici où tout est fermé. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur de l'îlot. On essaie d'ouvrir au maximum la ville. Donc, elle va faire ce concours en 2003. Elle va fonder son agence en 1991 qui s'appelle Atelier Cité, agence d'architecture et d'urbanisme. Mais en 2008, elle est obligée d'arrêter parce que, eh bien, elle a commencé sa transition et elle arrive sur les chantiers de construction pour les surveiller. Et là, elle refuse qu'on l'appelle Olivier, elle veut qu'on l'appelle Olivia et ça ne passe mal. Elle dit, Olivia, qu'elle a perdu son agence à cause de ça, à cause du fait qu'elle ait changé d'identité de genre. Donc voilà, ça date pas d'hier, son identité de genre, son questionnement sur son identité de genre. Et finalement, moi j'ai envie de poser cette question, qu'est-ce que c'est qu'être une femme finalement en cette journée des droits des femmes? C'est quoi une femme finalement? Alors, lui, Olivier, se sentait déjà depuis le départ, il dit qu'il ne se sentait pas là où il devait être, depuis le début, depuis son enfance. C'est un jeune homme qui aura beaucoup de succès, il est très beau, il a beaucoup de copines, il tombe souvent amoureux. Et d'ailleurs, Olivia, même aujourd'hui, elle préfère les femmes. Les hommes, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle a déjà essayé, elle dit pour ne pas mourir idiote. Mais vraiment, c'est les femmes qu'elle aime. Et elle se sent femme, elle aussi. Elle dit qu'elle a eu cette révélation à ses 19 ans, lors d'un séjour à Londres où on était en plein swinging London et voilà, on essayait plein de choses. Et elle raconte qu'elle a fait la rencontre d'Olivia, une femme qui s'appelait, qui était le pendant de son nom masculin Olivier, et qu'elle, en ayant une grande relation avec elle s'est rendue compte que oui, vraiment, c'était ça qui clochait en fait en elle, ce trouble dans l'identité de genre, comme on l'appelle. Donc, elle ne dit rien parce qu'à l'époque, être
transgenre, c'est soit être prostituée dans le bois de Boulogne ou de Vincennes, ou alors c'est comme ici, Bambi, faire du show business. Et Olivia, elle ne se sent ni devenir prostituée, ni faire du show business. Elle a ces deux images dans la tête qui font que finalement, elle ne va rien dire. Elle va se marier 2 fois, elle va avoir une petite fille, mais à l'âge de 50 ans, elle parle d'une vague qui va la submerger et qui va vraiment lui dire d'arrêter en fait de jouer une espèce de comédie et de voilà, partir dans une nouvelle aventure, d'entamer le parcours du combattant comme elle le dit et comme beaucoup de personnes trans le disent, hein, c'est-à-dire convaincre 7 docteurs spécialistes différents de vouloir changer d'identité, d'avoir leur accord. Et puis, s'en suivra après le voyage en Thaïlande où elle va être opérée. Et après, un autre parcours du combattant, c'est le changement d'état civil qui sera effectif en 2009. Alors, Olivier, en 1992, avant d'être Olivia, avait intégré la loge maçonnique qui s'appelle l'Université maçonnique, qui est affiliée à l'obédience du Grand Orient de France. Et donc, de facto, quand elle a changé d'état civil, c'était surtout ça qui a intéressé la loge maçonnique, et bien de facto, elle est devenue la première sœur à intégrer eh bien, une loge maçonnique. C'était la première fois au monde. On est en 2010. Olivia va demander à ce que, voilà, on ne l'appelle plus frère, mais sœur. On est en ce moment dans la Grande Loge maçonnique en train de se poser des questions. Alors, c'est une institution laïque, je voulais le rappeler, hein, sans dogmatisme, et donc républicaine. Et donc, on est dans un moment où la loge se pose la question si elle ne va pas s'ouvrir aux femmes. Donc, finalement, elle arrive un petit peu au bon moment. Et c'est comme ça qu'en 2010, après beaucoup de discussions, eh bien, elle va être acceptée en tant que sœur Olivia Chaumont. Elle va même avoir une distinction pendant le convent de Vichy. Donc, un convent, c'est une réunion d'obédience maçonnique. Et elle va avoir le privilège d'être nommée vénérable de sa loge. Là encore, une première fois pour une femme et aussi pour un membre qui n'était pas le chef de la loge. Voilà, donc de facto, le Grand Orient de France devient une obédience mixte. Et c'est vrai aussi qu'il y a un rapport aussi avec la franc-maçonnerie qui se pose aussi la question du changement, hein, dans la franc-maçonnerie. Cette question, elle est importante. Alors finalement, ça fait bien écho aussi à ce qu'elle a vécu avec son chemin de transformation de soi-même. Voilà, donc l'agence, malheureusement, sa carrière d'architecte doit se terminer. Et Olivia, aujourd'hui, a 70 ans, elle a pris sa retraite et elle continue de s'investir pour cette nouvelle cause, donc la cause de la transidentité. Elle va en 2011 travailler avec la députée de la Gironde qui s'appelle Michèle Delaunay pour que le changement d'état civil des personnes trans soit beaucoup plus facile en France. Quelquefois, ça met des années, ça met 5-6 ans. Et puis, elle voudrait aussi, de par son parcours et son expérience, elle veut en fait dépsychiatrialiser le parcours de transition parce qu'aujourd'hui, elle explique très bien dans son livre, c'est un psychiatre qui vous dit ce que vous êtes et qui doit avaliser ce que vous êtes. Elle pense que ça serait beaucoup plus humain en fait que ça soit la personne qui décide et qu'ensuite, quand on passe dans la phase d'endocrinologie, les hormones, eh bien oui, à partir de ce moment-là, d'être aidée par la médecine. Et donc aujourd'hui, elle est féministe, bien sûr, elle qui a vécu à la fois dans un corps d'homme et puis qui est enfin devenue femme. Elle a cette conclusion qui est un petit peu triste aussi et un peu rigolote, c'est que en étant femme dans un corps d'homme, elle a pu avoir les privilèges d'un homme, c'est-à-dire avoir une voix qui portait plus, être plus entendue, mais que depuis qu'elle est devenue une femme, eh bien, elle s'est rendue compte que d'être une femme, c'est pas facile et que c'est peut-être plus simple finalement d'être un homme qu'une femme. Voilà, si vous voulez en savoir plus avant de passer la parole à Tatiana, qui va vous parler de la dernière dame de ce soir. Voilà, le livre d'Olivia qu'elle a écrit D'un corps à l'autre, une émission sur France Culture
sur plutôt sa carrière d'architecte urbaniste. Et puis, un des derniers interviews qu'elle a donné en 2017 dans une émission présentée par Sophie Davant, où elle revient sur son parcours et où elle a invité aussi son frère, qui l'a beaucoup soutenu, et puis la députée dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je te passe donc la visio, Tatiana. Merci Alex. Eh bien, je vais donc terminer cette soirée en vous parlant d'une autre femme artiste qui est Séraphine Louis, dite aussi Séraphine de Senlis. Voilà, alors peut-être que vous avez vu un film en 2008 qui évoquait avec Yolande Moreau aussi son histoire. Donc c'est une peintre qui appartient au mouvement de l'art naïf, comme on l'a dit avec son mécène principal Willem Oude, hein, qui avait découvert aussi auparavant le douanier Rousseau et qui a organisé une grande exposition notamment en 1927, donc sur ces peintres naïfs. Mais elle-même n'était pas du tout censée devenir peintre, hein. Son père est manœuvrier, et très rapidement, elle va se retrouver en fait orpheline et va devoir être placée notamment comme bergère à Clermont-de-Loise, et puis aussi domestique. Donc c'est une artiste en fait qui va devoir batailler, mais surtout en faisant le ménage. Et elle va passer très curieusement des plumeaux au pinceau, pour atteindre donc ces magnificences. Donc bien sûr, au départ, elle commence à peindre de briques et des brocs. Hein. Ce sont sur des morceaux de carton qu'elle fait ses premières palettes, avec des pigments quand même assez rudimentaires et qui sont des recettes secrètes. Et puis, bon, elle a quelques demandeurs ensuite à Senlis où elle s'installe comme femme de ménage, et elle se met aussi à l'occasion à accrocher ses tableaux dans certaines vitrines ou certains intérieurs de ces bourgeois. Jusqu'au jour où, en effet, l'un des habitants de Senlis la reçoit comme ménagère et découvre en ses 10 doigts d'autres talents. Donc voici l'un des exemples emblématiques de sa période dite de maturité, hein, puisqu'elle a surtout peint dans les années 1930, enfin entre 40 et 60 ans. Et vous voyez donc ces grandes marguerites avec cette manière très particulière tout de même d'élonger, de faire une élongation des formes, quitte à fantasmer un herbier qui vient de sa propre intériorité finalement. Donc on a différents exemples qui composent hein, plutôt des natures végétales extrêmement réinventées. On est beaucoup plus en effet dans des filaments qui évoque une nature très désirable aussi, avec une pâte rougeoyante, certainement issue de pigments un peu sanguinolents. Et puis, on peut penser aussi à une autre aventure spirituelle qu'elle a vécue depuis sa plus tendre enfance, qui est son amour pour la Vierge, pour la religion. Et en l'occurrence, à Senlis, il y a des vitraux merveilleux à la cathédrale qu'elle a longtemps contemplés. Donc, quelque part, à travers aussi cet art populaire, cet art du vécu, sans passer par l'académie, il y a aussi cette personnalité très spirituelle qui a vécu quand même 20 ans domestique dans un couvent. Alors la voici, Séraphine, incarnée par Yolande Moreau. Donc elle peint la nuit, elle peint en chantant des psaumes et elle ouvre les fenêtres. Alors évidemment, cela fait jaser. Elle a une petite armée d'ennemis qui ne comprennent pas bien pourquoi on peut peindre alors que l'on n'est pas de ce métier. Et puis il y a cette exposition à l'hôtel de ville où on va la représenter avec certains habitants amateurs qui touchent à la peinture. Et voilà donc Oude qui est le seul à acquérir ses propres tableaux, ce qui lui vaut une certaine reconnaissance bien sûr, mais surtout à Paris. Hein, c'est à Paris qu'on va parler de Séraphine. Malheureusement, donc, la Première Guerre mondiale éclate. Alors, Oude est obligé de rentrer en Allemagne puisque lui fait partie du camp ennemi. Et donc, c'est seulement en 1927 qu'il y aura cette plus grande reconnaissance avec cette exposition qui réunit également des noms comme André Beauchamp, Louis Vivin et Camille Bombois. Et puis, bien sûr, le douanier Rousseau, mais qui est un petit peu plus ancien dans sa reconnaissance et plus célèbre. Alors, vous voyez, cette photographie nous la montre, toujours les yeux fermés d'ailleurs, dans un état assez proche de l'extase, hein, l'extase mystique peut-être de Sainte Thérèse, un petit peu contemporaine.
Et nous avons aussi ce front qui regarde vers le ciel, hein, vers cette spiritualité qui lui donne effectivement cette inspiration. Alors, l'inspiration va virer rapidement à la folie, mais on va aussi s'approcher bien dans la Bible de cet apocalypse, ça qui est très beau. Ensuite, en quelque sorte, la Bible du Jardin d'Éden à la fin donc, de ce texte de Saint Jean, qu'elle a donc certainement beaucoup entendu. Et vous voyez donc ces arbres se tordre vers cette lumière. Il s'agit d'un gros plan d'une œuvre qui fait presque 2 mètres de haut et qui a été regardée de manière assez extatique par Willem Oude. Donc elle se trouve aujourd'hui transmise par son épouse au musée Georges Pompidou. Et si vous voulez découvrir Séraphine, il faut donc aller en pèlerinage à Senlis, hein, cette ville médiévale qui a parfaitement conservé son caractère, qui est d'ailleurs beaucoup un lieu de tournage. Et puis on a donc ce musée qui renferme certaines toiles. Et puis également au musée Mayol où se déroulait une exposition sur les naïfs. Alors nous allons revenir sur les naïfs précisément avec Marlène. Donc au début du mois d'avril, elle parlera du douanier Rousseau, le 9 avril à 20h30. Et moi, je parlerai de Séraphine plus longuement le 30 mars prochain, également à 20h30. Alors c'est ainsi que se termine cette soirée consacrée aux femmes dans l'art et dans l'histoire. Donc, merci beaucoup de votre attention et à bientôt peut-être pour des visites plus longues hein, sur des artistes ou des sujets plus historiques. Donc, vous voyez s'afficher ici le lien de notre programmation. Et puis, donc, sachez qu'on fait peut-être tous les 3 mois hein, des lives comme cela sur Facebook qui sont ensuite mis en ligne sur notre chaîne YouTube qui s'affiche au bas de cette page. Alors, je remercie également Elias et puis la ville de Marseille. Alors, viens par ici, Elias. Bonjour, alors oui, en 2 mots, pour vous dire que j'ai oublié de vous le dire en introduction, mais les espaces de coworking Oui Réseau se sont associés à nous pour cette soirée. Et donc, vous pouvez, si vous venez de la part de d'art et d'histoire, eh bien, obtenir une place gratuite dans les espaces de coworking Oui Réseau. Alors, ils sont présents à Marseille, à la gare Saint-Charles, à Paris, dans le quartier de Montorgueil, et aussi à Bordeaux, Lyon, Lille, Valenciennes, Colombes. Voilà. Et à très bientôt sur d'art et d'histoire. Merci de nous avoir suivis.